En juin, une saison des pluies courtes arrive dans la région des sources des trois fleuves située au beau milieu du plateau Tsingrai-Tibet. C'est la saison la plus douce et la plus chaude de la région. On dirait que toute l'énergie accumulée pendant un hiver très long se libère en 3 mois. Nous avançons le long de la route nationale 214 et le long du district Maduo, préfecture de Gwoluo, où se trouve la source du fleuve jaune. C'est un monde de verdure dans la zone de la source du fleuve jaune au mois de juin. La neige a fondu, les herbes commencent à poindre, toute la vie se manifeste vigoureusement. En juin, la zone de la source du fleuve jaune est aussi un monde d'eau. Les terres humides et les marais sont devenus le paradis des oiseaux aquatiques. Durant cette période de l'année, plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs viennent ici, du sud, très lointain, pour vivre cette période estivale d'affection et d'amour sur un plateau culminant à plus de 4000 mètres. À part les oiseaux aquatiques, on voit de temps en temps des animaux rarissimes dans la zone de la source du fleuve jaune. C'est une gazelle du Tibet, une espèce particulière du plateau, inscrite sur la liste nationale des animaux de la catégorie B à protéger. Les habitants locaux l'appellent chèvre jaune, on peut la voir partout dans la zone de la source du fleuve jaune. Les cornes de la gazelle du Tibet sont utilisées comme médicament précieux dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est donc un ingrédient indispensable entrant dans la composition de plusieurs centaines de médicaments chinois, très prisés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour ceux qui viennent sur le plateau Tsingrai-Tibet pour la première fois, la façon la plus simple de discerner la gazelle de l'antilope du Tibet, Pantolops hotsongli, consiste en ceci. La gazelle du Tibet porte sur son arrière-train une tache blanche appelée miroir et qui brille au soleil. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que cette tache blanche n'apparaît rapidement que lorsque la gazelle panique. On peut savoir par là que ce n'est pas un camouflage. Mais à quoi sert cette tache en fin de compte? Aucune explication convaincante jusqu'ici. Dans la zone de la source du fleuve jaune, il y a un autre animal mystérieux qui force notre intérêt, en l'occurrence l'âne sauvage du Tibet, que les habitants locaux appellent cheval sauvage. Pour filmer de près cet âne sauvage, nous décidâmes de nous approcher de lui. Mais il était méfiant de nous. Il se retourna et s'éloigna rapidement.最多的是冬天最多，冬天啊，冬天就是山上没有吃的，没有吃的，它这个都的话给你活下来了，这是一个。在这个季节的话，我跟你说，它这不是我跟你说交配的季节，如果是到了这个交配的季节，它的话野驴的话最多。哦，4面8方的野驴都到了1000。您见过最多的野驴有多少？最多的野驴的话，我见过的是200多头。200多头。哦。行了，现在它差不多了，安静下来，安静下来，咱慢慢走，慢慢走，慢慢走。
Et cette bête têtue, ayant refusé notre amitié, disparut rapidement de notre horizon. Les gens vivant sur le plateau sont matinaux. Le pasteur Aga et d'autres membres de sa famille commencent leur travail à 5 heures du matin. C'est une famille habitant au bord du lac Jaling, situé dans la zone de la source du fleuve Jaune. Elle est venue ici, un package d'été, il y a quelques jours de son camp d'hiver installé dans la montagne. Cette année, les herbes fourragères poussent à merveille au bord du lac. Les yaks engraissent rapidement. Aga et les siens en sont très contents. Car sur le plateau Tsingrai Tibet, les espoirs des pasteurs résident dans le yak, qui leur sert de moyen de locomotion et leur fournit une grande partie de leurs moyens d'existence. Comme la plupart des pasteurs, Aga a dressé la tente de sa famille au bord du lac. Le matin, il amène ses enfants pour puiser de l'eau dans le lac Jaling. Pour Aga, l'eau pure et sacrée du lac est la source de vie donnée par Dieu. Il veut que ses enfants aient dès leur enfance un respect craintif et témoignent de leur gratitude pour Dieu. En fait, le lac Jaling est non seulement la source de vie des pasteurs locaux, mais aussi l'une des plus importantes sources du fleuve Jaune. Lui et son voisin, le lac Oling, sont deux lacs frères, les plus grands lacs d'eau douce en amont du fleuve Jaune. Beaucoup de gens ignorent ceci. La source proprement dite du fleuve Jaune est appelée Krajetu. Elle traverse de façon sinueuse l'étendue du district de Madwo, puis celle des deux lacs frères, pour finalement être appelée fleuve Jaune. Et le mot Madwo signifie en tibétain la source du fleuve Jaune. Pendant quelques jours suivants, notre groupe de tournage marchait difficilement sur un plateau à plus de 4000 mètres d'altitude dans l'espoir de pouvoir trouver un groupe troupeau d'ânes sauvages. Les autochtones nous disent que les activités humaines et le braconnage depuis des années ont fait chuter désastreusement la population des ânes sauvages. Il est donc très rare de voir un troupeau de quelques dizaines d'ânes sauvages au Tibet. Alors que les ânes sauvages jouent à cache-cache avec notre groupe de tournage sur le plateau, Aga et d'autres membres de sa famille se réunissent au sujet d'un concours hippique. En effet, un festival hippique s'ouvre en juin sur la steppe chaque année. C'est une tradition des pasteurs tibétains. Cette année, la course de chevaux revêt une signification particulière. En raison de cela, Aga a pris un cavalier célèbre comme l'entraîneur de son fils cavalier. Nu Sang attend ce concours hippique depuis très longtemps. En effet, pour lui, le titre de champion est on ne peut plus glorifiant. Il a remporté le titre de champion aux 2 concours précédents. Au 10e jour d'attente, notre groupe de tournage n'a toujours pas renoncé à la recherche de groupes d'ânes sauvages.
我们要拍那个野马，什么地方有啊？野马啊。野马我看。就说这一片好多野马吗？还是真的好。这边啊？一直上去。哦。有个野马滩了。野马滩？在野马滩那个地方是本来是有野马的地方。哦。到那个地方去后。哦。这你们可能野马见了。哦。我们从那边路边上走都是看的很少，一只两只的很少。就是。有没有成群的特别多的野马？成群的多的有嘛，车过不去。车过不去。车过不去。要走过去是吧？就是。是在那个山里面吗？山里面的。哦。这我看现在就是这个防护也不好搞，不搞的话，防护过去这边的话，这个靠这个算的，那边的话是那边一圈一圈的多我们这好多是吧？现在不行，现在你们就是最好不要去。为什么？现在为什么不要去啊？路不好。路不好。路不好。哦。现在下的雨大噻。哦。它就是路不好。路不好。哦。车还进不去啊？车进不去，现在就是最好。La route devint plus boueuse et plus glissante après la pluie. Malgré cela, nous décidâmes de nous aventurer à pénétrer dans la montagne. C'est une région inhabitée de plusieurs centaines de kilomètres carrés à la ronde, à plus de 4300 mètres d'altitude, couverte de terres humides et de marais. Les équipements de télécommunication y sont inopérants. Nous étions conscients des conséquences désastreuses que provoquerait un véhicule enfoncé inexorablement dans le marais. Nous nous trouvions en danger dès le début de l'entrée dans la montagne. Faute de mieux, nous décidâmes de remorquer la voiture embourbée par une autre en risquant de les voir s'enliser toutes les deux. Mais ce fut peine perdue. Alors que nous ne savions que faire, nous étions surpris de voir un important groupe d'ânes sauvages du Tibet sur un versant non loin. Ils nous regardaient sans la moindre velléité de fuir. Tandis que d'autres ânes sauvages avançaient avec désinvolture sur d'autres versants, ils étaient au total une centaine. Ce fut vraiment une aubaine. Nous sommes entrés dans un habitat naturel d'ânes sauvages sans le savoir. La nuit commençait à tomber. Nous prîmes la décision de rester sur place. Aux petites heures du lendemain, de nombreux ânes sauvages arrivèrent. Après avoir brouté et bu, les ânes sauvages font un peu de repos. Certains d'entre eux, désœuvrés, se dégourdissaient les jambes pour montrer leur agilité à leurs semblables du sexe opposé. Les ânes sauvages du Tibet vivent dans la béatitude. Ils ont suffisamment d'eau et de pâturage. Pendant le broutement matinal, le repos et le farniente du midi, ou le retour sous le coucher du soleil, ces bêtes affichent toujours un air désœuvré.
Les voitures de notre groupe de tournage ont désappointé ces animaux sauvages de bonne humeur. Ils commencent à faire la course avec nos voitures. Vraisemblablement, ils veulent se mesurer avec l'automobile. Une compétition opposant ânes sauvages et voitures se déroule alors sur le plateau. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir dépassé les voitures, les ânes sauvages s'arrêtent un peu plus loin et tournent la tête pour nous regarder, comme si c'était pour montrer leur victoire. Ils se remettent à courir quand nos voitures les rejoignent. Le sentier de terre humide est très accidenté. Nos voitures n'ont pas tardé à être battues. Et les ânes sauvages, frémissant toujours de désir, s'éloignent en courant. À ce que l'on dit, l'âne sauvage du Tibet peut courir à une vitesse de 60 à 70 km/h. Il est sûrement le champion de la course de longue distance sur le plateau. C'est le matin, la naissance d'un nouveau jour. L'activité quotidienne de la famille Daga reprend. Les jours passent dans une tradition invariable. La vie se reproduit sur une orbite donnée. On n'a peut-être pas remarqué un fait. Le milieu environnemental dans lequel l'homme et les êtres du plateau vivent se dégradent rapidement. La zone des sources des 3 fleuves du Qinghai, qui fournissait autrefois de verts et luxuriants pâturages, est couverte aujourd'hui de bancs de sable et de dunes en formation qui s'étendent rapidement. C'est un signe très préoccupant. Ce地方我们现在最明显能看到的就是雪线上升，冰川在退化。 Il fait plus chaud de jour en jour. La sécheresse prive d'eau les ânes sauvages depuis quelques jours. Les ânes intelligents savent aller creuser un puits avec leurs sabots à un endroit où le niveau d'eau souterrain est assez élevé dans une baie du fleuve. Les gazelles et d'autres animaux peuvent aussi en profiter. Mais les sites de puits se font de moins en moins nombreux. La sécheresse sévit sur tout le plateau. Elle a engendré le recul des glaciers, l'élévation de la limite des neiges éternelles, l'assèchement successif de cours d'eau et la disparition de lacs. Cela a pour corollaire une montée des rats destructeurs des pâturages.在这个地方，因为降雨量和纬度比较低，一旦破坏的草场再恢复起来，那不像热带雨林地区，不像降雨量丰沛的地区，不像纬度高的地区那么容易。但是在这个地方要恢复起来非常难，甚至不可能。 Personne ne peut préciser l'importance de l'impact des facteurs humains et des facteurs naturels sur la dégradation de l'environnement. On sait pourtant que la dégradation de l'environnement est un fait incontestable. Au crépuscule, les ânes sauvages vivant dans la zone de la source du fleuve jaune retournent suivant un itinéraire fixe à leur habitat au sommet d'une montagne. Ils n'ont peut-être pas remarqué que tout près d'eux, un épervier est en train de prendre son dîner.
un rat sur un portique très haut, appelé portique appelant les éperviers, échafaudé par les pasteurs locaux. À côté de dunes toutes proches, une bande en pierre pour fixer le sable est en construction. Bien qu'une controverse divise le milieu académique au sujet des causes de la dégradation, la communauté internationale a d'ores et déjà entamé une action visant à y remédier. En juin 2010, se déroula le concours hippique annuel au bord du lac Darling. Nu Wusang, fils d'Aga, n'a pu s'adjuger le championnat. Il n'aura non plus la chance de le remporter l'année prochaine, car ce fut le dernier concours hippique organisé sur cette steppe, et que les pasteurs de cette localité diront bientôt adieu à leur vie nomade traditionnelle, et seront relogés dans un nouveau village dit « village des pasteurs délocalisés ». Cela s'inscrit dans le cadre d'un programme de relogement écologique massif pour protéger la réserve naturelle des sources des 3 fleuves du Qinghai. Pour sauvegarder cette terre pure et protéger le château d'eau de la nation chinoise, 50 000 pasteurs environ ont quitté les steppes où ont vécu leurs ancêtres. Un jour nouveau commence. Aga et ses enfants vont puiser de l'eau dans le lac Jialing pour la dernière fois. C'est l'heure de dire adieu. Ils rendront cette belle steppe aux animaux rarissimes. Une autre cérémonie se poursuivra pourtant au bord du lac. C'est une coutume tibétaine qui se transmet depuis l'Antiquité. Une cérémonie de sacrifice dédiée au lac pour témoigner la dévotion et le respect craintif à l'égard de l'eau source de vie et exprimer les meilleurs vœux pour l'avenir de la source du fleuve jaune. Construit avec des murs rouges et des tuiles jaunes, ce temple est le principal dédié à Bodhisattva sur Wu Tai Shan. La stèle, la salle imposante, les murs rouges et les tuiles jaunes sont autant d'indications sur l'originalité de l'architecture de ce temple. Wu Tai Shan est le centre bouddhiste pour les rites dédiés au Bodhisattva Manjusri, qui occupe une place spéciale dans le cœur du public et en particulier dans celui des pèlerins mandchous, Han, mongols et tibétains. En effet, ils doivent tous venir en pèlerinage au temple principal de Bodhisattva pour l'honorer. Ce temple est mieux connu sous le nom de cour Zhenjong, construite en 480 sous le règne des Wei du Nord et rénovée à de multiples reprises sous les dynasties suivantes. Situé sur le point le plus élevé de la ville de Taihuai, la vue du temple est panoramique. De par sa hauteur, le temple a été construit pour des raisons défensives. Lorsque l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing est monté sur le trône et qu'il a fait ses pèlerinages jusqu'à la célèbre montagne, le temple est devenu une demeure impériale de passage idéal.
L'empereur a fait 5 tours d'inspection à Wutrai-Shan et y a séjourné 4 fois. L'empereur Qianlong a rendu 6 fois hommage à Wutrai-Shan et est resté à plusieurs reprises. L'empereur Tiating est aussi resté dans cette demeure lors de sa visite de Wutrai-Shan. Grâce aux visites répétées des empereurs, le principal temple dédié au Bodhisattva a connu de grands changements. La salle de Sakyamuni de la cour ressemblait à un palais impérial. Le bâtiment avec les tuiles jaunes, la grande salle décorée de stèles offertes par les empereurs et décorée également d'un dragon, est un chef-d'œuvre architectural. Elle met en évidence la haute fonction des empereurs et aussi leur souci et leur culte du bouddhisme à Wutrai-Shan. Après 1680, les plus hautes autorités du bouddhisme tibétain ont pris le contrôle politique et économique de certaines régions, comme la Mongolie, le Tibet et le Qinghai, ce qui posait un grave problème au pouvoir de contrôle de la dynastie des Qing sur les régions frontalières. La cour impériale formula une politique de conciliation pour reprendre le contrôle. Elle ne changeait pas les coutumes et les habitudes religieuses de ces minorités. Elle souhaitait régner tout en maintenant leurs traditions. Le grand lama a reçu des pouvoirs importants qui lui permirent d'administrer tous les temples Han et tibétains de Wutrai-Shan, ce qui plaçait l'importance du principal temple dédié à Bodhisattva dans le lamaïsme ou le bouddhisme tibétain, juste derrière le palais du Potala à Lhasa au Tibet et le temple Yongdrugong à Beiting. La décoration dans la salle de Sakyamuni est étonnante. Elle était un des signes de la politique frontalière adoptée par la cour impériale à l'égard des ethnies mongoles et tibétaines. Le bouddhisme à Wutrai-Shan est devenu le lien spécial unissant la cour impériale et les populations des régions frontalières. La cour utilisait ce lien pour maintenir l'unité nationale afin de réaliser la stabilité sociale. Cette politique de la dynastie des Qing était une contribution unique au futur développement conjoint de tous les groupes ethniques de Chine. La décoration des temples dédiés à Bodhisattva Manjusri sur Wutrai-Shan, avec des murs rouges et des tuiles jaunes, selon le souhait de l'empereur, était un fait rare pour les temples bouddhistes chinois sur les 4 célèbres montagnes sacrées.